Chapitre 41. Espérance. Un incendie me faisait penser à l'assurance. Voilà une déesse qui n'est pas aimée, à beaucoup près, comme la fortune. On la redoute, on lui porte de maigres offrandes, sans aucun enthousiasme, et cela est aisé à comprendre. Les bienfaits de l'assurance ne se montrent qu'en même temps que le malheur. Le plus grand bien, c'est évidemment de n'avoir point le feu chez soi. Mais c'est un bien de toutes les minutes, qu'on ne sent point, comme d'avoir ses bras et ses jambes. Au regard de ce bonheur négatif, l'argent dont on le paie semble follement donné. Je ne vois que les grandes entreprises qui paient la prime sans tristesse, comme elles paient tout. Mais je plains aussi ces capitaines du commerce qui ne savent pas à la fin d'une journée s'ils ont perdu ou gagné. Sans doute leur plaisir réel vient surtout du pouvoir qu'ils exercent sur une armée de commis. Ceux qui ont de grandes espérances et de petits moyens ne peuvent aimer l'assurance. Imagine-t-on un commerçant qui s'assurerait contre la ruine? Rien ne serait plus facile s'ils mettaient tous en commun les bénéfices qui dépassent l'ordinaire. Ainsi, les maisons associées prospéreraient, dans l'ensemble, passablement. Les commerçants associés seraient comme des fonctionnaires, assurés d'un traitement fixe et d'une retraite, assurés, s'ils le voulaient, d'un médecin, d'un chirurgien, d'une maison de convalescence, assurés d'un voyage de noces et d'une suite de voyages d'agrément. C'est la sagesse même, et c'est très beau dans les livres. Mais il ne faut pas oublier que dès que la vie matérielle est ainsi assurée, dans le sens plein du mot, tout le bonheur reste à faire. Qui n'a point de ressources en lui-même, l'ennui le guette et bientôt le tient. La déesse Loterie, que les anciens appelaient la fortune aveugle, est bien plus tendrement adorée. Ici des espoirs immenses et, en compensation, la seule crainte de ne pas gagner qui n'est rien. Si l'on imagine un office de toutes les assurances, il faudrait écrire sur la porte « Vous qui entrez, laissez toute espérance ». Contre quoi, tous les marchands d'espérance ont beau jeu. Ce qui ne vient pas d'ambition seulement, qui est vanité dans le fond, mais plutôt de cette invention infatigable qui va toujours en avant de l'action et qui est lumière et joie sur tout métier. Perrette, en son pot au lait, ne voit point le repos, mais le travail au contraire. Veaux, vaches, cochons, couvées, ce sont des soins. Chacun, en ses travaux de chaque jour, en découvre d'autres où il voudrait se jeter. L'espérance abat le mur et aperçoit l'ordre des légumes ou l'ordre des fleurs, à la place des herbes folles et de la broussaille. L'assurance emprisonne. La passion du jeu est admirable à considérer. L'homme y est aux prises avec un hasard dépouillé, un hasard voulu et inventé. Il y a une assurance gratuite contre les risques du jeu. Il suffit de ne point jouer. Mais presque tous ceux qui ont du loisir se jettent aux cartes ou aux dés, adorant les sœurs jumelles et inséparables, l'espérance et la crainte. Et peut-être l'homme est-il plus fier de gagner par heureuse chance que de bien jouer. Ce qu'exprime le mot félicité, car félicité, c'est proprement louer le succès, et non pas le mérite. Antique idée de la faveur des dieux qui survit aux dieux. Si l'homme n'était pas ainsi, la justice égalitaire régnerait depuis longtemps, car ce n'est pas difficile. Mais l'homme n'aime guère ce qui n'est pas difficile.
César règne par l'ambition de tous. C'est notre espérance couronnée. 3 octobre 1921. Chapitre 42. Agir. Tous ces coureurs se donnent bien de la peine. Tous ces joueurs de ballon se donnent bien de la peine. Tous ces boxeurs se donnent bien de la peine. On lit partout que les hommes cherchent le plaisir, mais cela n'est pas évident. Il semble plutôt qu'ils cherchent la peine et qu'ils aiment la peine. Le vieux Diogène disait « Ce qu'il y a de meilleur, c'est la peine ». On dira là-dessus qu'ils trouvent tous leur plaisir dans cette peine qu'ils cherchent. Mais c'est jouer sur les mots. C'est bonheur et non plaisir qu'il faudrait dire. Et ce sont deux choses très différentes, aussi différentes que l'esclavage et la liberté. On veut agir, on ne veut pas subir. Tous ces hommes qui se donnent tant de peine n'aiment sans doute pas le travail forcé. Personne n'aime le travail forcé. Personne n'aime les mots qui tombent. Personne n'aime sentir la nécessité. Mais aussitôt que je me donne librement de la peine, me voilà content. J'écris ces propos. Voilà bien de la peine, dira quelque écrivain qui vit de sa plume. Seulement personne ne m'y force, et ce travail voulu est un plaisir, ou un bonheur, pour mieux parler. Le boxeur n'aime pas les coups qui viennent le trouver, mais il aime ce qu'il va chercher. Il n'est rien de si agréable qu'une victoire difficile, dès que le combat dépend de nous. Dans le fond, on n'aime que la puissance. Par les monstres qu'il cherchait et qu'il écrasait, Hercule se prouvait à lui-même sa puissance. Mais dès qu'il fut amoureux, il sentit son propre esclavage et la puissance du plaisir. Tous les hommes sont ainsi, et c'est pourquoi le plaisir les rend tristes. L'avare se prive de beaucoup de plaisir, et il se fait un bonheur vif, d'abord en triomphant des plaisirs, et aussi en accumulant de la puissance. Mais il veut la devoir à lui-même. Celui qui devient riche par héritage est un avare triste, s'il est avare, car tout bonheur est poésie essentiellement. Et poésie veut dire action. L'on n'aime guère un bonheur qui vous tombe, on veut l'avoir fait. L'enfant se moque de nos jardins, et il se fait un beau jardin avec des tas de sable et des brins de paille. Imaginez-vous un collectionneur qui n'aurait pas fait sa collection ? Je crois assez que ce qui plaît dans la guerre, c'est qu'on l'a fait. Il y a une liberté évidente de chaque homme dès qu'il est armé. Et on rirait d'un état-major qui voudrait forcer les hommes à se battre. Mais aussitôt qu'ils sentent leur liberté, ils entrent dans une vie nouvelle et y prennent goût. Craindre la mort, il le faut toujours, et l'attendre, et enfin la subir. Mais celui qui va au-devant d'elle et l'appelle en quelque sorte en chant clos, celui-là se sent plus fort qu'elle. Tout le monde sait bien qu'il est plus facile à des soldats d'aller la chercher que de l'attendre, et l'on aime mieux la destinée que l'on se fait que celle que le temps apporte. Il y a donc une poésie dans la guerre qui fait que l'on ne hait même plus l'ennemi. C'est cette ivresse de liberté qui fait comprendre la guerre et toutes les passions. Une peste est imposée, une guerre est comme inventée, à la manière des jeux. C'est pourquoi il me semble que la prudence n'est pas un gage de paix qui suffise. C'est par l'amour de la justice que l'on supporte la paix. Et c'est parce que la justice est difficile à faire, plus difficile qu'un pont ou qu'un tunnel, c'est pour cela que la paix sera, seulement pour cela. 3 avril 1911. Chapitre 43. Homme d'action. Un préfet de police est, pour mon goût, l'homme le plus heureux. Pourquoi ? Parce qu'il agit toujours
et toujours dans des conditions nouvelles et imprévisibles, tantôt contre le feu, tantôt contre l'eau, tantôt contre l'éboulement, tantôt contre l'écrasement, aussi contre la boue, la poussière, les maladies, la pauvreté, enfin souvent aussi contre la colère et quelquefois contre l'enthousiasme. Ainsi, à chaque minute de sa vie, cet homme heureux se trouve en présence d'un problème bien déterminé, qui exige une action bien déterminée. Donc, point de règle générale, point de paperasse, point de récrimination ni de consolation en forme de rapport administratif. Il laisse cela à quelques bureaucrates. Lui, il est perception et action. Or, quand ces deux vannes, perception et action, sont ouvertes, un fleuve de vie porte le cœur de l'homme comme une plume légère. Là est le secret des jeux. Jouer au bridge, c'est faire couler la vie de la perception à l'action. Jouer au football, encore mieux. Sur une donnée nouvelle, imprévisible, dessiner promptement une action et tout de suite la faire, cela remplit la vie humaine à souhait. Que voulez-vous désirer alors? Que voulez-vous craindre? Le temps dévore le regret. On se demande souvent quelle peut être la vie intérieure d'un voleur et d'un bandit. Je crois qu'il n'en a point. Toujours à l'affût ou dormant, toute sa puissance de prévoir est en éclaireur devant ses pieds et ses mains. C'est pourquoi l'idée de la punition ne lui vient point, ni aucune autre. Cette machine aveugle et sourde a de quoi effrayer. Mais en tout homme, l'action éteint la conscience. Cette violence sans égard s'étend dans le coup de hache du bûcheron. Elle est moins sensible dans les démarches de l'homme d'État, mais on la retrouve souvent dans les effets. On s'étonnerait moins de trouver l'homme dur et insensible comme la hache si l'on remarquait qu'il ne s'épargne pas tant lui-même. Puissance n'a point pitié, non plus pitié de soi. Pourquoi la guerre? Parce que les hommes se noient alors dans l'action. Leur pensée est comme ces lampes électriques du tramway qui baissent au démarrage. Je dis leur pensée réfléchie, d'où une puissance redoutable de l'action. Elle se justifie à sa manière, parce qu'elle éteint la lampe intérieure. Par quoi une foule de passions viles sont éteintes, toutes celles que la réflexion nourrit, comme mélancolie, dégoût de la vie, ou bien intrigue, hypocrisie, rancune, ou bien amour romanesque, ou bien vice raffiné. Mais aussi s'éteint la justice dans le courant de l'action. Le préfet de police se bat contre l'émeute de la même manière qu'il se bat contre l'eau et le feu. L'émeutier éteint sa lampe aussi. Nuit barbare. C'est pourquoi il y eut des tortionnaires qui enfonçaient les coins et des juges qui recevaient les aveux. C'est pourquoi il y eut des galériens attachés sur les bancs et qui agonisaient là, qui mouraient là, en suivant le mouvement des rames. Et d'autres hommes qui fouettaient. Ceux qui fouettaient ne pensaient qu'à leur fouet. N'importe quel état de barbarie durera s'il s'établit. Un préfet de police est l'homme le plus heureux. Je ne dirais pas qu'il est le plus utile des hommes, l'oisiveté est mère de tous les vices, mais de toutes les vertus aussi. 21 février 1910. Chapitre 44. Diogène. L'homme n'est heureux que de vouloir et d'inventer. Cela se voit dans le jeu de cartes. Il est clair, d'après les visages, que chacun contemple alors sa propre puissance de délibérer et de décider. Il y a des Césars de la Manille et des passages du Rubicon à chaque instant. Même dans les jeux de hasard, le joueur a tout pouvoir de risquer ou de ne pas risquer. Tantôt il ose, quel que soit le risque, tantôt il s'abstient, quelle que soit l'espérance.
Il se gouverne lui-même, il règne. Le désir et la crainte, importuns conseillers dans les affaires ordinaires, sont ici hors du conseil, par l'impossibilité où l'on se trouve de prévoir. Aussi le jeu est-il la passion des âmes fières. Ceux qui se résignent à gagner en obéissant ne conçoivent même pas le plaisir de jouer au baccarat. Mais s'ils essaient, ils connaîtront au moins pendant un court moment l'ivresse du pouvoir. Tous les métiers plaisent autant que l'on y gouverne et déplaisent autant que l'on y obéit. Le chauffeur du tramway a moins de bonheur que le chauffeur de l'omnibus automobile. La chasse libre et solitaire donne des plaisirs vifs parce que le chasseur fait son plan, le suit ou bien le change sans avoir à rendre des comptes ni à donner ses raisons. Le plaisir de tuer devant des rabatteurs est bien maigre à côté. Mais encore est-il qu'un habile tireur jouit de ce pouvoir qu'il exerce contre l'émotion et la surprise. Ainsi, ceux qui disent que l'homme cherche le plaisir et fuit la peine décrivent mal. L'homme s'ennuie du plaisir reçu et préfère de bien loin le plaisir conquis. Mais par-dessus tout, il aime agir et conquérir. Il n'aime point pâtir ni subir, aussi choisit-il la peine avec l'action plutôt que le plaisir sans action. Diogène le paradoxal aimait à dire que c'est la peine qui est bonne. Il entendait la peine choisie et voulue, car pour la peine subie, personne ne l'aime. L'alpiniste développe sa propre puissance et se la prouve à lui-même. Il la sent et la pense en même temps. Cette joie supérieure éclaire le paysage neigeux. Mais celui qu'un train électrique a porté jusqu'à une cime célèbre n'y peut pas trouver le même soleil. C'est pourquoi il est vrai que les perspectives du plaisir nous trompent. Mais elles nous trompent de deux manières, car le plaisir reçu ne paie jamais ce qu'il promettait, alors que le plaisir d'agir, au contraire, paie toujours plus qu'il ne promettait. L'athlète s'exerce en vue de conquérir la récompense, mais aussitôt, par le progrès et par la difficulté vaincue, il conquiert une autre récompense qui est en lui et dépend de lui. Et c'est ce que le paresseux ne peut pas du tout imaginer, car il ne voit que la peine et l'autre récompense. Il paie l'une et l'autre et ne se décide point. Mais l'athlète est déjà debout et au travail, soulevé par l'exercice de la veille et jouissant aussitôt de sa propre volonté et puissance. En sorte qu'il n'y a d'agréable que le travail. Mais le paresseux ne sait pas cela et ne peut pas le savoir. Ou bien, s'il le sait par ouï-dire ou par souvenir, il ne peut pas le croire. C'est pourquoi le calcul des plaisirs trompe toujours, et l'ennui vient. Quand l'animal pensant s'ennuie, la colère n'est pas loin. Toutefois, l'ennui d'être serf me paraît moins aigre que l'ennui d'être maître. Car, si monotone que soit l'action, il reste toujours à gouverner et à inventer un peu, au lieu que celui qui reçoit les plaisirs tout faits est naturellement le plus méchant. Ainsi, le riche gouverne par l'humeur et par la tristesse. La faiblesse du travailleur vient de ce qu'il est plus content qu'il ne voudrait. Il fait le méchant. 30 novembre 1922. Chapitre 45. L'égoïste. Une des erreurs de nos religions occidentales, comme le marque Auguste Comte, c'est d'avoir enseigné que l'homme est égoïste toujours et sans remède, à moins d'un secours divin. Cette idée a tout infecté, et jusqu'au dévouement, en sorte que, parmi les idées les plus populaires, et aussi bien chez les esprits les plus libres,
on trouve cette étrange opinion que celui qui se sacrifie cherche encore son plaisir. L'un aime la guerre, l'autre la justice. Moi, j'aime le vin. L'anarchiste même est théologien. La révolte répond à l'humiliation. Tout cela est du même tonneau. Dans le fait, on devrait voir que l'homme aime communément plutôt l'action que le plaisir, comme les jeux de la jeunesse le montrent bien. Car qu'est-ce qu'une partie de ballon, sinon des bousculades, des coups de poing et des coups de pied, et enfin des marques noires et des compresses. Mais tout cela est ardemment désiré, tout cela est recueilli par le souvenir. On y pense avec transport, les jambes veulent déjà courir, et c'est la générosité qui plaît, jusqu'à faire mépriser les coups, la douleur, la fatigue. On devrait aussi considérer la guerre, qui est un jeu admirable et qui fait voir plus de générosité que de férocité, car ce qui est surtout laid dans la guerre, c'est l'esclavage qui la prépare et l'esclavage qui la suit. Le désordre des guerres, en somme, c'est que les meilleurs s'y font tuer et que les habiles y trouvent occasion de gouverner contre la justice. Mais le jugement instinctif s'égare encore ici, et les braves gens comme Déroulède trouvent leur plaisir à être dupes. Tout cela est beau à considérer. L'égoïste se moque vainement parce qu'il veut soumettre les sentiments généreux au calcul des plaisirs et des peines. Nigaud que vous êtes, qui aimez la gloire, et encore pour d'autres. Et Pascal, le génie catholique, Pascal a écrit cette parole où il n'y a que l'apparence de la profondeur. Nous perdons la vie avec joie, pourvu qu'on en parle. C'est le même homme qui s'est moqué du chasseur qui se donne bien du mal pour prendre un lièvre dont il ne voudrait point s'il était donné. Il faut que le préjugé théologique soit bien fort pour cacher à des yeux humains que l'homme aime l'action plus que le plaisir, l'action réglée et disciplinée plus que toute autre action, et l'action pour la justice par-dessus tout. D'où résulte un immense plaisir, sans doute, mais l'erreur est de croire que l'action court au plaisir, car le plaisir accompagne l'action. Les plaisirs de l'amour font oublier l'amour du plaisir. Voilà comment il est bâti ce fils de la terre, Dieu des chiens et des chevaux. L'égoïste, au contraire, manque à sa destinée par une erreur de jugement. Il ne veut avancer un doigt que s'il aperçoit un beau plaisir à prendre. Mais dans ce calcul, les vrais plaisirs sont toujours oubliés, car les vrais plaisirs veulent d'abord peine. C'est pourquoi dans les calculs de la prudence, les douleurs l'emportent toujours. La crainte est toujours plus forte que l'espérance, et l'égoïste finit par considérer la maladie, la vieillesse, la mort inévitable. Et son désespoir me prouve qu'il s'est mal compris lui-même. 5 février 1913. Chapitre 46. Le roi s'ennuie. Il est bon d'avoir un peu de mal à vivre et de ne pas suivre une route toute unie. Je plains les rois s'ils n'ont qu'à désirer, et les dieux, s'il y en a quelque part, doivent être un peu neurasthéniques. On dit que dans les temps passés, ils prenaient forme de voyageurs et venaient frapper aux portes. Sans doute ils trouvaient un peu de bonheur à éprouver la faim, la soif et les passions de l'amour. Seulement, dès qu'ils pensaient un peu à leur puissance, ils se disaient que tout cela n'était qu'un jeu, et qu'ils pouvaient tuer leurs désirs, s'ils le voulaient, en supprimant le temps et la distance. Tout compte fait, ils s'ennuyaient.
Ils ont dû se pendre ou se noyer depuis ce temps-là, ou bien ils dorment comme la Belle au bois dormait. Le bonheur suppose sans doute toujours quelque inquiétude, quelque passion, une pointe de douleur qui nous éveille à nous-mêmes. Il est ordinaire que l'on ait plus de bonheur par l'imagination que par des biens réels. Cela vient de ce que, lorsque l'on a les biens réels, on croit que tout est dit, et l'on s'assied au lieu de courir. Il y a deux richesses, celle qui laisse assis ennui, celle qui plaît, et celle qui veut des projets encore et des travaux, comme est pour le paysan un champ qu'il convoitait et dont il est enfin le maître. Car c'est la puissance qui plaît, non point la puissance au repos, mais la puissance en action. L'homme qui ne fait rien n'aime rien. Apportez-lui des bonheurs tout faits, il détourne la tête comme un malade. Au reste, qui n'aime mieux faire la musique que l'entendre? Le difficile est ce qui plaît. Aussi, toutes les fois qu'il y a quelque obstacle sur la route, cela fouette le sang et ravive le feu. Qui voudrait d'une couronne olympique si on la gagnait sans peine? Personne n'en voudrait. Qui voudrait jouer aux cartes sans risquer jamais de perdre? Voici un vieux roi qui joue avec des courtisans. Quand il perd, il se met en colère, et les courtisans le savent bien. Depuis que les courtisans ont bien appris à jouer, le roi ne perd jamais. Aussi, voyez comme il repousse les cartes. Il se lève, il monte à cheval, il part pour la chasse. Mais c'est une chasse de roi. Le gibier lui vient dans les jambes. Les chevreuils aussi sont courtisans. J'ai connu plus d'un roi. C'étaient de petits rois d'un petit royaume. Rois dans leur famille, trop aimés, trop flattés, trop choyés, trop bien servis. Ils n'avaient point le temps de désirer. Des yeux attentifs lisaient dans leurs pensées. Eh bien ces petits Jupiters voulaient malgré tout lancer la foudre. Ils inventaient des obstacles, ils se forgeaient des désirs capricieux, changeaient comme un soleil de janvier, voulaient à tout prix vouloir, et tombaient de l'ennui dans l'extravagance. Que les dieux, s'ils ne sont pas morts d'ennui, ne vous donnent pas à gouverner de ces plats royaumes, qu'ils vous conduisent par des chemins de montagne, qu'ils vous donnent pour compagne quelque bonne mule d'Andalousie, qui ait les yeux comme des puits, le front comme une enclume, et qui s'arrête tout à coup parce qu'elle voit sur la route l'ombre de ses oreilles. 22 janvier 1908. Chapitre 47. Aristote. Faire, et non pas subir, tel est le fond de l'agréable. Mais parce que les sucreries donnent un petit plaisir, sans qu'on ait autre chose à faire qu'à les laisser fondre, beaucoup de gens voudraient goûter le bonheur de la même manière, et sont bien trompés. On reçoit peu de plaisir de la musique si l'on se borne à l'entendre et si on ne la chante point du tout. Ce qui faisait dire à un homme ingénieux qu'il goûtait la musique par la gorge et non point par l'oreille. Même le plaisir qui vient des beaux dessins est un plaisir de repos et qui n'occuperait pas assez si l'on ne barbouillait soi-même ou si l'on ne se faisait une collection. Ce n'est plus seulement juger, c'est rechercher et conquérir. Les hommes vont au spectacle et s'y ennuient plus qu'ils ne veulent l'avouer. Il faudrait inventer, ou tout au moins jouer, ce qui est encore inventé. Chacun a souvenir de ces comédies de société où les acteurs ont tout le plaisir. Je me souviens de ces heureuses semaines où je ne pensais qu'à un théâtre de marionnettes. Mais il faut dire que je taillais l'usurier, le militaire, l'ingénu et la vieille femme dans des racines avec mon couteau. D'autres les habillaient. Je ne sus rien des spectateurs. La critique leur était laissée
plaisir maigre, mais encore plaisir par le peu qu'ils inventaient. Ceux qui jouent aux cartes inventent continuellement et modifient le cours mécanique des événements. Ne demandez pas à celui qui ne sait point jouer s'il aime le jeu. La politique n'ennuie point dès que l'on sait le jeu. Mais il faut l'apprendre. Ainsi, en toute chose, il faut apprendre à être heureux. On dit que le bonheur nous fuit toujours. Cela est vrai du bonheur reçu, parce qu'il n'y a point de bonheur reçu. Mais le bonheur que l'on se fait ne trompe point. C'est apprendre, et l'on apprend toujours. Plus on sait, et plus on est capable d'apprendre. D'où le plaisir d'être latiniste, qui n'a point de fin, mais qui plutôt s'augmente par le progrès. Le plaisir d'être musicien est le même, et Aristote dit cette chose étonnante que le vrai musicien est celui qui se plaît à la musique, et le vrai politique, celui qui se plaît à la politique. Les plaisirs, dit-il, sont les signes des puissances. Cette parole retentit par la perfection des termes qui nous emportent hors de la doctrine, et si l'on veut comprendre cet étonnant génie, tant de fois et si vainement renié, c'est ici qu'il faut regarder. Le signe du progrès véritable en toute action est le plaisir qu'on y sait prendre. D'où l'on voit que le travail est la seule chose délicieuse et qui suffit. J'entends travail libre, effet de puissance à la fois et source de puissance. Encore une fois, non point subir, mais agir. Chacun a vu de ces maçons qui se construisent une maisonnette à temps perdu. Il faut les voir choisir chaque pierre. Ce plaisir est dans tout métier, car l'ouvrier invente et apprend toujours. Mais outre que la perfection mécanique apporte l'ennui, c'est un grand désordre aussi quand l'ouvrier n'a point de part à l'œuvre et toujours recommence sans posséder ce qu'il fait, sans en user pour apprendre encore. Au contraire, la suite des travaux et l'œuvre promesse d'œuvre est ce qui fait le bonheur du paysan. J'entends libre et maître chez lui. Toutefois, il y a grande rumeur de tous contre ces bonheurs qui coûtent tant de peine, et toujours par la funeste idée d'un bonheur reçu que l'on goûterait. Car c'est la peine qui est bonne, comme Diogène dirait. Mais l'esprit ne se plaît point à porter cette contradiction. Il faut qu'il la surmonte, et encore une fois, qu'il fasse plaisir de réflexion de cette peine-là. 15 septembre 1924. Chapitre 48. Heureux agriculteur. Le travail est la meilleure et la pire des choses. La meilleure s'il est libre, la pire s'il est serf. J'appelle libre au premier degré le travail réglé par le travailleur lui-même d'après son savoir propre et selon l'expérience, comme d'un menuisier qui fait une porte. Mais il y a de la différence si la porte qu'il fait est pour son propre usage, car c'est alors une expérience qui a de l'avenir. Il pourra voir le bois à l'épreuve, et son œil se réjouira d'une fente qu'il avait prévue. Il ne faut point oublier cette fonction d'intelligence qui fait des passions si elle ne fait des portes. Un homme est heureux dès qu'il reprend des yeux les traces de son travail et les continue, sans autre maître que la chose, dont les leçons sont toujours bien reçues. Encore mieux si l'on construit le bateau sur lequel on naviguera. Il y a une reconnaissance à chaque coup de barre, et les moindres soins sont retrouvés. On voit quelquefois, dans les banlieues des ouvriers qui se font une maison peu à peu, selon les matériaux qu'ils se procurent et selon le loisir. Un palais ne donne pas tant de bonheur. Encore le vrai bonheur du prince est-il de faire bâtir selon ses plans, mais heureux par-dessus tout celui qui sent la trace de son coup de marteau sur le loquet de sa porte. La peine, alors, fait justement le plaisir, et tout homme préférera un travail difficile
où il invente et se trompe à son gré, à un travail tout uni, mais selon les ordres. Le pire travail est celui que le chef vient troubler ou interrompre. La plus malheureuse des créatures est la bonne à tout faire, quand on la détourne de ses couteaux pour la mettre au parquet. Mais les plus énergiques d'entre elles conquièrent l'empire sur leurs travaux et ainsi se font un bonheur. L'agriculture est donc le plus agréable des travaux dès que l'on cultive son propre champ. La rêverie va continuellement du travail aux effets, du travail commencé au travail continué. Le gain même n'est pas si présent ni si continuellement perçu que la terre elle-même, ornée des marques de l'homme. C'est un plaisir démesuré que de charroyer à l'aise sur des cailloux que l'on a mis. Et l'on se passe encore bien des profits si l'on est assuré de travailler toujours sur le même coteau. C'est pourquoi le cerf attaché à la terre était moins cerf qu'un autre. Toute domesticité est supportée dès qu'elle a pouvoir sur son propre travail et certitude de durée. En suivant ces règles, il est facile d'être bien servi et même de vivre du travail des autres. Seulement le maître s'ennuiera, d'où le jeu et les filles d'opéra. C'est toujours par l'ennui et ses folies que l'ordre social est rompu. Les hommes d'aujourd'hui ne diffèrent pas beaucoup des Goths, des Francs, des Alamans et autres pillards redoutables. Le tout est qu'ils ne s'ennuient point. Ils ne s'ennuieront point s'ils travaillent du matin au soir, selon leur propre volonté. C'est ainsi qu'une agriculture massive réduit à des mouvements en quelque sorte ciliaires l'agitation des ennuyés. Mais il faut convenir que la fabrication en série n'offre point les mêmes ressources. Il faudrait marier l'industrie à l'agriculture comme on marie la vigne à l'ormeau. Toute usine serait campagnarde, tout ouvrier d'usine serait propriétaire d'un bien au soleil et cultiverait lui-même. Cette nouvelle salante compenserait l'esprit remuant par l'esprit rassis. Ne voit-on pas un essai de ce genre dans le maigre jardin de l'Aiguilleur qui fleurit sur les rives du trafic aussi obstinément que l'herbe pousse entre les pavés? 28 août 1922. Chapitre 49. Travaux. Dans les souvenirs de la maison des morts, Dostoïevski nous fait voir des forçats au naturel. Toutes les hypocrisies de luxe, si l'on peut dire, sont enlevées, et quoiqu'il leur reste encore des hypocrisies de nécessité, le fond de l'être humain apparaît quelquefois. Les forçats travaillent, et souvent leurs travaux sont assez inutiles. Par exemple, ils démolissent un vieux bateau pour faire du bois dans un pays où le bois ne coûte presque rien. Ils le savent bien. Aussi, tant qu'ils travaillent tout le long du jour, sans aucune espérance, ils sont paresseux, tristes et maladroits. Mais si on leur donne une tâche pour la journée, tâche lourde et difficile, aussitôt les voilà adroits, ingénieux et joyeux. Ils le sont encore plus dès qu'il s'agit d'un travail réellement utile, comme d'enlever la neige. Mais il faut lire ces pages étonnantes où l'on trouve une description vraie et sans commentaire. On y voit que le travail utile est par lui-même un plaisir, par lui-même, et non par les avantages qu'on en retirera. Par exemple, ils font vivement et gaiement un travail déterminé, après lequel ils se reposeront. Cette idée qu'ils gagneront peut-être une demi-heure à la fin de la journée les met en mouvement et tous d'accord pour faire vite. Mais une fois ce problème posé, c'est le problème lui-même qui leur plaît.
et le plaisir d'inventer, de réaliser, de vouloir et puis de faire l'emporte de beaucoup sur le plaisir qu'ils se promettent de cette demi-heure qui ne sera toujours qu'une demi-heure de bagne. Et j'imagine que, si elle est passable, ce sera encore par le souvenir tout chaud de ce travail si vivement mené. Le plus grand plaisir humain est sans doute dans un travail difficile et libre, fait en coopération, comme les jeux le font assez voir. Il y a des pédagogues qui rendraient les enfants paresseux pour toute la vie, simplement parce qu'ils veulent que tout le temps soit occupé. L'enfant s'habitue alors à travailler lentement, c'est-à-dire à travailler mal. Le résultat est une espèce de fatigue accablante, continuellement mêlée au travail. Au lieu que si vous séparez le travail et la fatigue, tous deux sont agréables. Les travaux languissants ressemblent à ces promenades que l'on fait seulement pour marcher et pour prendre de l'air. On est fatigué tout le temps de la promenade. On ne l'est plus quand on rentre. Tandis que dans le travail le plus pénible, on se sent infatigable et léger. Ensuite, on jouit d'une détente parfaite et enfin d'un bon sommeil. 6 novembre 1911. Chapitre 50. Œuvre. Une œuvre commencée parle bien plus haut que les motifs. Il y a des motifs de coopérer, et bien forts. On peut les éclairer et retourner dans son esprit pendant toute une vie et ne point coopérer. Mais la coopérative en croissance appelle le fondateur, et les pierres d'attente en toute œuvre sont de suffisantes raisons pour la continuer. Heureux donc qui voit dans le travail de la veille les marques de sa propre volonté. On dit que les hommes visent toujours quelque bien, mais je les vois paresseux devant une fin raisonnable. Leur imagination n'a point tant de force qu'elle puisse les intéresser à une œuvre qui n'est encore rien dans le monde. C'est pourquoi il y a tant d'œuvres devant nous que nous jugeons bonnes et que nous ne faisons point. L'imagination nous déçoit de plus d'une manière, mais principalement parce que nous la croyons annonciatrice par cette agitation présente qu'elle nous fait sentir. Mais ce stérile mouvement se termine à lui-même. L'agitation est toujours au présent et les projets sont toujours au futur. D'où cette parole du paresseux « je ferai ». Mais la parole de l'homme est plutôt « je fais », car c'est l'action qui est grosse d'avenir, imprévisible l'avenir, et aussi bien dans les œuvres, car l'avenir que l'œuvre nous découvre n'est jamais celui que nous pensions, et toujours plus beau. Mais cela personne ne peut le croire. Et les songes creux vont répétant que leurs projets sont bien plus beaux que les œuvres des autres. Regardez pourtant ces hommes occupés et heureux. Tous, ils courent à l'œuvre commencée, qui est épicerie en accroissement ou collection de timbres. Chacun sait qu'il n'y a point d'œuvre frivole dès qu'elle est en train. Je les vois tous là d'imaginer et avides de percevoir leur pierre d'attente. Une broderie à ses premiers points ne plaît guère, mais à mesure qu'elle avance, elle agit sur notre désir avec une puissance accélérée. C'est pourquoi la foi est la première vertu, et l'espérance n'est que la seconde. Car il faut commencer sans aucune espérance, et l'espérance vient de l'accroissement et progrès. Les projets réels ne poussent que sur l'œuvre. Je ne crois point du tout que Michel-Ange se soit mis à peindre parce qu'il avait toutes ces figures dans la tête, car il ne dit, devant la nécessité, que ce mot. Mais ce n'est point mon métier. Seulement il se mit à peindre, et les figures se montrèrent.
Et c'est cela qui est peindre. J'entends découvrir ce que l'on fait. On dit bien que le bonheur nous fuit comme une ombre. Et il est vrai que le bonheur imaginé, nous ne l'avons jamais. Le bonheur de faire n'est nullement imaginé ni imaginable. Il n'est jamais que substantiel, nous n'en pouvons former l'image. Et comme savent les écrivains, il n'y a pas de beau sujet. Je dirais même plus, je dirais qu'il faut se méfier du beau sujet, mais aussitôt s'en approcher et s'y mettre, afin de réduire le fantôme, ce qui est déposer l'espérance et se donner la foi. Défaire pour refaire. Et c'est sans doute par où l'on peut comprendre les différences étonnantes qu'il y a toujours entre le roman et l'aventure véritable qui en a été l'occasion. Peintre, ne t'amuse pas au sourire du modèle. 29 novembre 1922